Bienvenue encore une fois dans la deuxième séance. Nous venons de parler du trauma. Le trauma qui est un choc ou une plaie. Donc, ça rend la personne malade. Maintenant, quand la personne est malade, elle a besoin d'être traitée ou d'être aidée. C'est cela qui nous amène dans notre deuxième chapitre qui est les généralités sur les counseling. En fait, le counseling c'est quoi? Ici, nous ne faisons que rappeler ce que vous connaissez déjà. Si peut-être on était face à face, j'allais demander que vous-même vous puissiez nous dire ce que veut dire counseling. Mais attendez que je vous rappelle ce que vous connaissez déjà. Le counseling est une approche d'assister les gens à réduire les douleurs provoquées par des situations difficiles, les encourager tant soit peu, à court ou à long terme, afin de pouvoir s'adapter, à savoir se débrouiller devant un problème. Nous avons aussi retenu la définition qui dit le counseling, c'est une écoute attentive de la personne qui a un problème, l'amener à raconter son problème, à décrire les sentiments qui découlent de ce problème, mais aussi l'amener à prendre des décisions qui vont l'aider à trouver une nouvelle force et une nouvelle solution au problème qu'il est en train de traverser. Enfin, parmi beaucoup de définitions, nous n'avons retenu que ces trois. La troisième ici, c'est un moyen qui permet à la personne traumatisée de bien évoluer sans être dérangée par les effets de son problème. Voilà un peu ce que nous avons retenu comme définition du counseling. Quelqu'un qui doit faire le counseling, il doit avoir quelques caractéristiques. L'empathie, la sincérité, l'intégrité, la résilience, le respect, l'humilité, la compétence et beaucoup d'autres choses. Quelles sont les qualités des cas-là? Efficaces. Il y a des cas-là qui ne sont pas efficaces, mais ici, nous voulons dire des qualités. Des cas-là qui doivent être efficaces ou aider efficacement la personne qui est traumatisée. Nous disons c'est un cas-là qui doit avoir une identité. C'est-à-dire c'est un cas-là qui connaît ce dont il est capable. Il connaît aussi les sens de priorité. Il y a des gens qui se mettent dans un travail alors qu'ils savent qu'ils n'ont pas les capacités d'accomplir ce travail-là. Il faut que la personne se sente capable, il doit se respecter et savoir s'apprécier lui-même. Il doit être capable de reconnaître son pouvoir, le pouvoir de diriger les counseling. Ce n'est pas lui qui sera dirigé par les clients, mais c'est lui qui doit avoir ce pouvoir-là de pouvoir diriger l'entretien entre lui et les cas-là. C'est quelqu'un qui est capable de tolérer et de développer suffisamment la confiance en soi. Il y a beaucoup de choses qui nous montrent les qualités des cas-là. Il y a aussi une qualité, il doit avoir le sens d'humour. Humour, c'est le fait de faire rire les gens. On ne doit pas être trop concentré tout le temps. Même le client peut avoir peut-être peur de la personne qui est trop sérieuse, mais des fois il faut donner le temps à l'humour quand on est un cas-là. Quel est le but spécifique du counseling? Le but, c'est d'aider les clients à explorer ses problèmes et les orienter vers des solutions. Donc, quelqu'un lui-même comprend son problème, il comprend qu'il est traumatisé, et il cherche lui-même la question. Ce n'est pas le cas-là qui doit chercher la réponse au problème du client. Et le deuxième but, c'est avoir des clients qui deviennent conscients des conséquences de leurs problèmes et des situations qu'ils sont en train de traverser. Donc il faut que la personne soit consciente. Avant d'être traité, il faut qu'on soit conscient qu'on est malade. Quand un malade ne sait pas qu'il est malade, alors il ne va pas accepter le traitement. Troisième, nous avons dit l'objectif du counseling, c'est de réduire la peur, réduire l'anxiété et toute autre émotion négative dans la personne qui souffre d'un problème traumatique. Voilà un peu. Nous voulons aussi dire que le but du counseling, c'est de guider les clients dans la guérison de ces plaies traumatiques
dans l'adaptation aux situations difficiles. Donc le rôle du CAS là, c'est de guider. Ce n'est pas lui qui donne les médicaments, mais il permet à la personne traumatisée elle-même à trouver la solution au problème. Le counseling donc implique 2 personnes ou un groupe de personnes. On peut faire le counseling à 2. Une personne vient vers le counselor l'écoute, le fait que lui poser les questions, en répondant aux questions, le client trouve la réponse à son problème. On peut faire le counseling en groupe pour dire une personne peut accompagner beaucoup de gens en même temps et tous vont trouver la solution à leurs problèmes. Voilà un peu les conditions du counseling. Les objectifs du counseling. Avant, on venait de parler du but. Maintenant, ici, ce sont les objectifs. Et le counseling implique le fait d'aider la personne à comprendre ses émotions, ses sentiments, afin d'aider à faire des choix et des décisions positives. Donc, la personne est là pour faire des décisions positives qui ne vont pas l'amener à faire des dégâts dans sa vie. Oui, on était en train de se poser la question, qu'est-ce qui se passe lors du counseling? Lors du counseling, dans la séance du counseling, donc, le counselor est là pour permettre au client de s'exprimer, exprimer l'événement qui l'a traumatisé, exprimer les sentiments qu'il est en train de ressentir à cause de ces problèmes-là. Donc, les counselors amènent le client à exprimer ce qui lui avait fait mal. Oui, quelles sont les étapes? Quand on commence le processus du counseling, il y a des étapes. La première étape, c'est l'accueil et la présentation. Donc, la façon d'accueillir le client lui met déjà dans les bains et dans la confiance de pouvoir se décharger et enlever tout ce qui lui fait mal. Mais si l'accueil a été très mal, ça risque de bloquer le client à exprimer ce qui lui fait mal. Oui, la deuxième étape, c'est la collecte des données. Après avoir accueilli, on a fait une présentation mutuelle. Le client s'est présenté, moi, le cas là, je me suis présenté. Maintenant, dans la deuxième étape, il y a la collecte des données. Dans la collecte des données, maintenant, le cas là veut savoir quel est le problème, qu'est-ce qui a fait que tu viennes me voir. Alors, il y a une série de questions qui aident les clients à parler de son problème. Et la façon de poser les questions contribue à la guérison du client. Si le cas la pose très mal les questions, alors il peut lui-même bloquer la situation. Troisième étape, c'est la compréhension. Après avoir écouté l'histoire qui est racontée, le cas et le client sont en train d'identifier le réel problème. Ils sont en train d'identifier en même temps les pistes de solutions, les options. Donc on pose beaucoup de questions pour que le client sache qu'est-ce que je peux encore faire pour me faire sortir de ce problème. Alors à la fin, il y a l'élaboration de la planification et exécution des actions à poser. Lorsqu'on vient d'identifier, donc dans le processus, j'ai parlé de l'accueil, j'ai parlé de collecte de données. Collecte de données, c'est le fait d'écouter les différents problèmes et ces différents aspects. Alors, on sait faire l'évaluation pour voir quelle piste de solution peut nous aider à quitter ce problème. Et à la fin, on prend maintenant un programme, on fixe des actions à poser. Qu'est-ce que je peux faire pour contribuer à me faire sortir de ce problème? Maintenant, nous avons parlé au début de 2 sortes de counseling individuel et en groupe. Disons un mot sur le counseling individuel. Dans le counseling individuel, il y a d'abord la première étape où on est dans lorsqu'on se voit la première fois avec les clients, c'est très nécessaire de discuter certains peu avant de commencer ou même pendant les sessions de counseling. On doit discuter sur la durée des temps à passer ensemble. Est-ce qu'on va faire 1 heure ou bien 2 heures? Il faut qu'on se convienne au début pour que vous ne puissiez pas déborder, aller même jusqu'à 5 heures de temps alors qu'il fallait 1 heure seulement. Et quand on s'est convenu au début, c'est un avantage parce que
vous allez, le client va, le CAS va rappeler au client que le temps que nous sommes convenus va vers la fin. Alors ça va donner aussi une discipline. Il y a beaucoup d'autres choses sur lesquelles on doit se convenir pour qu'on ne puisse pas déborder dans les conditions du CASLING. Il y a par exemple, on doit demander le nom du client, son âge, son état civil, le niveau d'études, l'occupation, tout ça c'est pour bien les comprendre avant même qu'il puisse exposer son problème. À un certain âge, on peut savoir à tel âge on a souvent telle catégorie de problèmes. À tel niveau de vie économique ou social, il y a probabilité de tels problèmes. Donc selon l'identification et tout, l'identification complète de la personne, même là où il habite, est-ce qu'il a des parents, est-ce qu'il a des enfants, tout ça, ça contribue à connaître un peu plus ou moins les clients et ça va contribuer à comprendre peut-être certaines choses qui peuvent avoir influencé le trauma d'une manière ou d'une autre. Alors, nous avons un exercice que les participants, nous allons discuter ensemble. Le CASLING était ministère des Soins des âmes. Discuter en une page, qu'est-ce que cela veut dire. Je voudrais que chaque personne puisse travailler sur ça et nous envoyer la réflexion par email. Je pense jusqu'ici, avant d'aller jusqu'au CASLING des groupes, nous voulons juste vous donner une petite pause. Et à la suite, après ça, nous allons continuer avec la suite de notre présentation. Merci.